suis le proviseur de la cité scolaire Poche et je ne vais pas monopoliser la parole bien longtemps. Nous attendons avec grande espérance une lampe pour que M. Audoin puisse être éclairé et qu'on puisse éteindre de façon à ce que vous voyez les projections dans une meilleure qualité que ce qu'on voit actuellement. Elles sont un peu fantomatiques. Enfin, ça, c'est le rodage. Bien, je voudrais juste dire quelques mots sur ce 250e anniversaire de la clôture du couvent. C'est une initiative des amis du lycée. Ils m'en ont parlé, voilà, 1 an et demi déjà. Quelque chose d'un embonpoint. Et je dois dire très sincèrement que quand M. Audoin et Mme Dalloubet, président des Amis du musée, m'ont annoncé cela, je me suis demandé un peu quel contour ça pouvait prendre, quelle réalité on allait subsumer sous cette nomination anniversaire, 250e anniversaire de la clôture du couvent. Alors, la clôture du couvent, c'est évidemment l'ouverture des locaux, si vous voulez, dans leur fonction primitive. Le couvent a toujours été un couvent d'enseignement. Et ces bâtiments ont toujours été des lieux d'enseignement, après une parenthèse révolutionnaire comme il se doit, mais finalement relativement brève, de 10 ans, puisque le lycée administrativement a commencé à exister en 1803, par un décret consulaire. Et donc, cette célébration a pour but, évidemment, de mettre en valeur le patrimoine. C'est l'aspect le plus évident, notamment des conférences, mais pas que. L'ensemble du lycée est associé, beaucoup de professeurs ont des initiatives avec des élèves, et par exemple, il y aura aussi apposition de nouveaux cartels sur les portes du couvent, précisant non seulement le numéro de la salle, comme c'est le cas actuellement, mais la fonction de la salle à la fondation du couvent. Ce sera quelque chose qui sera pérenne. Et puis, vous avez le cycle des conférences. J'espère que vous serez aussi nombreux à toutes les conférences et je vous remercie d'être là ce soir. Et évidemment, il y a l'apothéose qui sera le 14 avril et le 15 avril, si je ne me trompe pas, 2023. Alors vous allez me dire, la clôture du couvent, M. Audoin vous le reprécisera certainement, c'est en octobre 1772, mais pour des raisons d'organisation, évidemment, c'était un peu juste de fêter cela en grande pompe le 2 octobre. Donc ce sera au printemps. D'ailleurs, il fera beau, donc ce sera parfait. Et ça prendra des déclinaisons, d'ailleurs, surprenantes et toujours évolutives, car M. Audoin et Mme Dalloubet ont une imagination très fertile, et on fera un repas à l'intention des élèves, un repas 18e, un repas Louis XV. Ça tombe très bien d'ailleurs, puisque, comme je le soulignais tout à l'heure, quelques personnes qui étaient là, au premier acte symbolique du lancement des commémorations, qui consistait en la plantation d'un arbre mémoriel dans la cour à côté du bâtiment qui abrite les salles artistiques et la salle des actes. Voici la lampe. Voilà, donc je vais pouvoir passer la parole, ce qui vous intéresse beaucoup plus, à M. Audoin. Donc il y aura, si vous voulez, un aspect festif, un aspect convivial, une ouverture sur l'extérieur, et évidemment, comme je l'ai souligné, des conférences. La prochaine est d'ailleurs bientôt, c'est dans 15 jours, c'est sur les sculptures. Comment? L'objet résiste. Y a-t-il un professeur de physique dans la salle? Monsieur Audoin est professeur de physique dans le civil et pas professeur de physique. Bien, je vous ai présenté Madame Dalloubet. Monsieur Audoin, c'est celui qui est assis sous la table, qui se dévoue sans compter sur cette affaire-là et pour la mise en valeur, la communication sur le patrimoine architectural du lycée et sur l'histoire du lycée en général. À la sortie, vous avez Madame Mercier qui a publié plusieurs livres sur l'histoire du lycée et son dernier livre sera offert à votre concupiscence, évidemment, à la sortie.
Dernière chose que je voulais dire, c'est je voulais remercier très sincèrement tous les partenaires de ces commémorations, à côté du lycée, qui contribue à l'organisation et au financement. Il y a bien sûr les amis du musée, mais il y a les anciens élèves, les anciens professeurs et la coopérative des parents, qu'ils soient chaleureusement remerciés, puisque tout cela, notamment sous la forme de la création d'une sorte d'extension du musée, ne coûte pas rien. Et c'est grâce à ces contributions de tous que la chose est devenue possible. Voilà, Monsieur Audouin, que vous pouvez applaudir tout de suite parce que c'est des Monsieur Audouin, c'est à vous, je vous laisse et je vous dis bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Proviseur. Eh bien, je suis très content. On fait un essai. On est là. Alors, n'ayez pas peur. Comment? C'est mieux, non, je trouve. Ça y est, bien. Oui. Là, oui, on m'entend? Très bien. On entend. Très bien. Moi, son texte et vous voyez l'écran. C'est pareil. C'est bon? Bon. Oui, alors moi je ne vous vois plus, mais c'est pas grave, vous êtes quand même nombreux. Oui, tout à fait. Merci infiniment de votre présence. Et en effet, aujourd'hui était un beau jour, je pense, pour le lycée Hoche cette année, puis peut-être dans les 50 ans qui encadrent cette date, puisque nous commençons les commémorations du 250e anniversaire de la clôture du couvent. Et la conférence que vous allez entendre ce soir concerne justement en grande partie cette notion de clôture du couvent. Alors, je vais commencer mon propos en 1766. C'est donc souvent à cette date que je fais démarrer mon... Alors, j'ai perdu la souris. Je suis désolé. Est-ce que si je fais comme ça, ça passe? Non. Un plus. Suivant. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah. 1766, c'est la mort de Stanislas que vous voyez à gauche. Stanislas qui est le beau-frère du roi Louis XV, puisque sa fille Marie Leczinska a épousé donc Louis XV, alors que quand celui-ci avait 18 ans et elle donc en avait 7 de plus. La mort de Stanislas est assez tragique, puisqu'il meurt dans son château de Lunéville, que vous avez à droite, en Lorraine. Et le roi est assez âgé, puisqu'il a même plus de 80 ans. Et c'est un accident domestique, puisqu'il est à côté de sa cheminée, et sa robe de chambre prend feu. Et il ne survivra pas, en fait, à ces brûlures. Stanislas laisse donc à sa fille Marie Leczinska une rente, enfin, un héritage de 450 000 livres. Vous avez ici un portrait de Marie Leczinska par Nattier, que j'ai photographié exactement il y a 3 jours. Il faut savoir que ce portrait, en fait, on en avait une réplique au lycée au moment où c'était un couvent. Et on avait même, à un moment donné, je ne sais pas comment est-ce que est arrivé l'original, qui était repris par le château au début du XXe siècle. Ce portrait donc montre une reine. Donc, je vous engage bien sûr à aller voir. Tout à l'heure, monsieur le proviseur le disait aux élèves, l'exposition Louis XV qui a lieu en ce moment au château de Versailles, qui peut agrémenter mon propos justement, où vous avez ce fameux portrait et bien d'autres. Alors c'est une exposition qui vaut le coup, peut-être pas par le fond, on va dire, hein, c'est assez entre guillemets léger, mais absolument pas par contre le catalogue. Mais par contre, on peut voir les portraits de très près, on peut voir de la vaisselle de très près, on peut voir également des meubles de très près. Et pour cela, elle est assez extraordinaire, étant donné qu'il y a donc des choses qui sont arrivées depuis très loin. Marie Leczinska est une femme qui a donné 10 enfants à la couronne. Elle est très douce, elle est cultivée, elle est très pieuse également. Et avec ces 450 000 livres, elle se dit qu'elle va pouvoir, en fait, en dehors des bâtiments du roi,
accéder aux vœux qu'elle voulait de la fondation d'un couvent. Alors pourquoi? D'une part à cause de ça, de son caractère pieux, et d'autre part, son père, Stanislas, a été un très très grand donc, duc de Lorraine, qui a été un très grand bâtisseur. Et comme son père, et un hommage à son père en fait, elle va vouloir elle aussi construire sur la fin de sa vie, et elle est donc à l'origine du couvent de la Reine, dans lequel vous participez aujourd'hui à cette conférence. La reine, malheureusement, va mourir en 1768, le 26 juin, avant que son projet ne soit terminé. En fait, elle voulait se retirer de la cour au cas où Louis XV mourrait avant elle, c'est-à-dire où elle aurait été reine douairière. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais sa fondation sera reprise par 3 de ses filles. Vous avez donc dans l'ordre Madame Adélaïde, Madame Victoire et Madame Sophie. C'est principalement Madame Adélaïde, à gauche, donc, qui prendra le relais de sa mère, en prenant en charge même avec sa cassette personnelle les dernières, ou en tout cas une partie de la somme qu'il a fallu avancer pour notamment la fin de la chapelle. Alors, si on revient à Stanislas, Stanislas a construit, vous avez ici, une vue de la ville de Nancy. Nancy, avant Stanislas, donc, était une ville fortifiée, moyenâgeuse, que vous voyez sur la gauche. Et en fait, Stanislas va permettre à la ville une extension, donc c'est un grand urbaniste, puisqu'il va intervenir lui-même pour les plans de sa nouvelle ville. On voit notamment sur ce plan donc un quadrillage forcé, donc une ville où l'architecture, en tout cas, on fait la part belle à l'architecture. Et vous savez sans doute que 3 places particulièrement attractives. En bleu, vous avez la place, actuellement on appelle la place Stanislas, mais c'était la place Louis XV. En orange, donc dans l'ancienne ville, avec le palais du gouverneur, c'est la place de la Carrière. Et en vert, derrière, vous avez une petite place qui s'appelle la place d'Alliance. Elles sont au patrimoine de l'UNESCO, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis moins de 5 ans. Voilà. Donc, ces places ont été, et cet urbanisme, ont été créés par Emmanuel Héré, qui était donc l'architecte en chef de Stanislas, avec, vous voyez, une architecture, ici, donc c'est une photographie de la place Stanislas, une architecture tout à fait baroque, telle qu'on la connaît, bien sûr, sous Louis XV. Emmanuel Héré va en fait mourir et va être remplacé par qui meurt le 2 février 1763. Il va être remplacé par un de ses élèves, un de ses collaborateurs, qui lui aussi d'origine lorraine, et qui s'appelle Richard Mick. Richard Mick est issu en fait il est né à Nancy en 1728, et il est issu d'une famille d'architectes, donc du père en fils. Son père Simon Mick est architecte et entrepreneur, parce qu'à l'époque, en fait, on a toujours les deux professions, à Lunéville, et même son grand-père, Pierre Mick, était également architecte. Il fait une formation à Strasbourg en 1740 et rentre au service de Stanislas, donc en 1763, en devenant, étant donné qu'il est également ingénieur en chef des ponts et chaussées de Lorraine et Parois, le premier architecte et le directeur général des bâtiments donc, du roi de Pologne, en Lorraine. Successeur donc d'Emmanuel Héré, il va continuer à embellir la ville. Il avait déjà travaillé avec Emmanuel Héré, et il a pour rôle notamment de reconstruire 2 entrées de la ville qui encadrent la place Stanislas. Donc là, en fait, on est dans un plan qui est de l'autre côté. Vous avez la vieille ville à votre droite et la nouvelle ville à votre gauche. Et ces 2 entrées de ville, vous voyez qu'il a une architecture qui est complètement différente d'Emmanuel Héré. C'est une architecture néoclassique, avec donc ici 2 petits arcs de triomphe, des ouvertures, 3 ouvertures pour chacune d'eux. À gauche, vous avez donc la porte de
Stanislas, au nord de la ville, et puis à droite la porte Sainte-Catherine, qui a été un petit peu déplacée d'ailleurs au moment où, en plus, il va construire des casernes militaires dans le sud de la ville. C'est celles qui sont en orange ici. Ces casernes militaires du nom de caserne Sainte-Catherine, alors Catherine et Stanislas ce sont tout simplement en fait les parents de Marie Leczinska. Cette caserne, comme vous pouvez le voir, a une architecture qui ne ressemble absolument pas à la place Stanislas, une architecture tout à fait néoclassique, très sobre, et vous remarquerez donc un toit en pente, des petits yeux de bœuf, une architecture avec un fronton notamment au centre, tout à fait bien sculpté, il représente Stanislas autour de la science, autour de l'industrie. Et puis, un avant-corps, comme vous pouvez voir en bas à droite, et 3 fenêtres sur, ici, 4 niveaux. Des toits en ardoise et une pierre assez pâle, et qui est assez lumineuse. Alors, bien évidemment, ça, quand il va quitter Nancy pour arriver à Versailles, puisqu'il va être appelé par la reine, en fait, il va avoir cette construction en tête, il va laisser à son cousin le soin de terminer les casernes, Sainte-Catherine. Et là, je vous ai mis en vis-à-vis, à nouveau à gauche, Sainte-Catherine, et à droite, alors j'espère que vous le reconnaissez, en tout cas pour ceux qui sont ici, c'est la façade en fait qui n'est pas visible des gens qui ne rentrent pas dans le couvent, puisque c'est la façade nord. Elle a été ici photographiée un matin, tôt en été, puisqu'elle est juste éclairée. Et vous voyez bien évidemment une ressemblance, donc c'est vrai que le bâtiment de Marie Leczinska, côté nord, ressemble un peu à une caserne, et on comprend pourquoi, puisque en même temps, Richard Nic donc terminait la caserne Sainte-Catherine de Nancy. Alors, à la mort de Stanislas, il se pose des questions, puisque Stanislas était son protecteur, et il avait beaucoup de mal avec les bâtiments du roi à Versailles. Et heureusement pour lui, en fait, il va être reconnu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel par Louis XV, le 8 mai 1763, parce qu'il a, c'est donc une distinction pour les grands artistes, il a été récompensé pour les fêtes qu'il avait organisées. C'est un grand organisateur de fêtes. Vous savez qu'après il deviendra l'architecte de Marie-Antoinette, et toutes les petites fabriques, etc., du hameau, en fait, elles ont comme origine probablement des décors de fêtes qui faisaient à Lunéville. Et lorsque les filles de Louis XV voyageaient jusqu'à Plombières pour prendre les eaux, elles s'arrêtaient voir leur grand-père, qu'elles adoraient, à Lunéville. Et donc on a eu de très belles fêtes à Nancy et à la Malgrange. Et pour récompenser Richard Nic qui avait pris en charge ces fêtes, il a été donc décoré. La reine s'en souvient donc et décide avec Pierre Bieganski, qui est son confesseur polonais, de faire appel à Richard Nic dans une lettre qu'il va bien sûr garder très précieusement. Elle est du 8 octobre 1766. Alors je vais vous la présenter. Bien sûr, c'est du beau français. Elle indique, donc c'est Bieganski qui écrit « Monsieur, la reine me charge de vous prier de sa part de vous rendre ici le plus tôt qu'il vous sera possible. » Il écrit de Versailles. « On cherche ici un emplacement convenable pour l'établissement que Sa Majesté médite. Monsieur le comte de Noailles s'y prête de la meilleure façon du monde, mais il a besoin de vous pour choisir l'endroit qu'il faudra. Votre présence donc, monsieur, sera non seulement utile, mais en plus nécessaire. Vous aurez la bonté de me marquer le temps à peu près dans lequel vos affaires vous permettront de venir à Versailles, afin que j'en instruise Sa Majesté. J'ai l'honneur d'être, avec bien du respect et de l'attachement, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur Bieganski. » Et en fait, ça va le sauver, Richard Nic. Probablement que s'il n'avait pas eu cette décision de la reine, il aurait été oublié, il aurait continué son œuvre d'architecte probablement lorraine, mais il n'aurait pas eu en tout cas la possibilité d'avoir la construction donc, de ce couvent. Et voilà, donc il part à Nancy pour arriver à Versailles, à partir donc du début 1767. En février 1767, le terrain qui est aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure dessus, qui est à la place de l'ancien château de Clagny, est décidé. Et donc il va avoir un cahier des charges pour construire ce couvent,
sachant que c'est la construction d'un couvent pour une congrégation, la congrégation Notre-Dame des Chanoinesses de Saint-Augustin, qui vient de Compiègne et qui était dans des bâtiments extrêmement vétustes. Pourquoi est-ce que la reine est attachée à cette congrégation? D'abord, elle la connaît bien parce que Compiègne, c'est donc une résidence royale. La cour, de la même façon qu'à Fontainebleau, passe à Compiègne généralement ces étés, et Gabrielle est en charge de refaire le château. Donc, à côté, en fait, se trouve cette congrégation, et elle va notamment intéresser, donc Marie Leczinska plusieurs fois leur rend visite, à l'occasion donc des séjours à Compiègne, et s'intéresse à la congrégation notamment, parce que donc les bâtiments sont vétustes, mais surtout c'est une congrégation enseignante. C'est-à-dire que vont arriver à Versailles 25 sœurs de chœur et 10 sœurs converses. Les sœurs de chœur, c'est celles qui savent chanter, c'est celles qui savent écrire. Les sœurs converses ne savent pas écrire, ne savent pas lire. Mais en plus, il va falloir construire dans le couvent des écoles, qu'on va appeler des écoles externes, puisque ces chanoinesses de Saint-Augustin doivent en tout faire 4 vœux, les vœux bien sûr de chasteté, d'obéissance et de pauvreté, mais elles ont un 4e vœu à faire, celui d'être enseignantes. Et elles vont devoir enseigner aux petites filles, quel que soit leur milieu social, et absolument gratuitement. Il va falloir donc, en plus de loger ces 25 sœurs de chœur et ces 10 sœurs converses, aménager une école externe pour les petites filles de la ville. Par ailleurs, cet enseignement étant totalement gratuit, on décide de construire en plus un internat avec 50 pensionnaires. Les pensionnaires, ce sera la reine en fait qui va choisir certains officiers qui sont à sa charge, et en récompense des bons et loyaux services qu'ils ont fait, donc le couvent va pouvoir accueillir leurs filles. Il faudra également un noviciat, donc pour les novices. Certaines novices vont arriver en même temps que les sœurs, et puis bien sûr, les novices seront formées, elles, pour devenir religieuses. Alors qu'attention, dans l'école externe et dans l'internat des 50 pensionnaires, on instruit les filles absolument pas. Alors bien sûr, elles ont une instruction religieuse et du catéchisme, mais on les instruit pour vivre en dehors d'un couvent leur vie de femme. La reine également, parce que la reine ne veut pas rester au château, si jamais elle devient reine douairière, elle veut se retrouver dans le couvent pour avoir une vie faite de piété et tournée vers Dieu. Et de la même façon, la reine souhaite en plus avoir la possibilité d'avoir des dames pensionnaires qui sont des veuves, comme elle, si vous voulez, qui voudraient donc terminer leur vie dans un couvent. Et enfin, une église pour les croyants. Donc ça, ce ne sont pas des personnes du clergé, mais qui rentreront dans l'église pour desservir un peu la paroisse Notre-Dame, et ce sera une succursale, si vous voulez, de Notre-Dame de Versailles. Alors, en 1740, là, vous avez un plan qui vous remémore la vie en 1740. On cherche bien sûr un endroit à Versailles. Et ça va être cette partie-là. Vous avez donc l'ancien château de Clagny, en bordure de l'avenue de Saint-Cloud, qui va être choisi pour créer ce couvent. Vous avez là ici un plan juste avant la Révolution, et donc en rouge, le couvent apparaît. Sur ce plan-ci, alors faites attention, en fait il y a un double plan, on a changé d'orientation, vous voyez complètement en bas à droite le bout de l'avenue de Saint-Cloud, et le château de Clagny est le seul bâtiment qui est en jaune. Le château de Clagny était dirigé vers le parc de Versailles, et donc si vous continuez devant lui, alors je vais essayer, mais c'est pas très pratique, je n'ai qu'un petit traceur, mais là je vais essayer, voilà, vous voyez le petit trait rouge. Donc on arrive ici vers une ancienne terrasse, qui est actuellement en fait les quais de la gare Rive Droite. Pourquoi est-ce que vous montez gare Rive Droite pour prendre votre train? C'est parce que c'est l'ancienne terrasse du château de Clagny, qui donnait sur l'étang de Clagny. Le château de Clagny, construit par Madame de Montespan, qui était un vrai chef-d'œuvre de Mansart au début de sa vie, tombe en désuétude puisque ses enfants et ses petits-enfants ne s'en occupent pas, et le comte II, avec la couronne, va faire un échange en réalité, donc tout le terrain revient à la couronne. Et Louis XV va permettre à sa femme d'obtenir donc une parcelle qui va correspondre à ce qui est en bleu. Vous voyez apparaître donc une langue qui va vers l'avenue de Saint-Cloud de à peu près 1 hectare aujourd'hui, et derrière vous avez à peu près 4 hectares.
Et il va construire donc son bâtiment à cet endroit-là, en utilisant cette langue pour faire la cour d'honneur, et derrière des jardins pour donc le pensionnat, les religieuses, la reine et les dames religieuses, ainsi que l'école des experts.